Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et si c'est pas le cas, je vous souhaite d'aller mieux. Alors bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Anita, donc je suis maman de 2 enfants, mariée et maman solo à mi-temps. Jusqu'à présent, j'avais l'habitude de publier que des vidéos et aujourd'hui, ça sera sous un autre format, donc un format audio, podcast autrement dit, pour changer un peu, mais aussi parce que j'ai envie d'aborder un sujet personnel, un constat, mon expérience sur un sujet ou un avis qui ne sera peut-être pas partagé par tout le monde, c'est même sûr. Et ce sujet, en fait, ça concerne les émotions, notamment les émotions de mon fils Yilné et la façon dont moi je les ai vécues avec la pression extérieure. Yilné, c'est mon premier enfant, donc il a 6 ans. Et c'est vrai qu'avant de l'avoir, je me suis mise une pression énorme parce que je voulais à tout prix bien faire avec lui. Je me suis énormément intéressée à toutes les recherches qu'il y avait sur le développement de l'enfant et j'avais envie de prioriser l'expression de ses émotions. Je voulais qu'il puisse se sentir libre de pleurer, crier, se frustrer parce que ça fait partie du processus normal sur le développement de l'enfant. D'ailleurs, c'est un sujet qui est super bien documenté par des chercheurs comme Piaget ou Winnicott et bien d'autres. Et quand mon fils a commencé la crèche, c'est-à-dire depuis ses 8 mois, et par la suite l'école, j'ai commencé à recevoir énormément d'avis extérieurs, notamment des profs, que ça soit à l'école ou à la crèche, comme du genre il pleure trop, il s'énerve trop vite, il n'arrive pas à gérer la frustration, il ressent toujours le besoin de gagner, quand il gagne pas, forcément il pleure. Et petit à petit, à force de recevoir ces remarques de la part de professionnels qui, à mon sens, en savent plus sur le sujet du développement de l'enfant que moi, malheureusement, j'ai fini par changer ma façon de faire les choses, mais pas totalement de les voir. J'ai changé ma façon de faire, mais dans ma conscience, j'étais quand même assez réticente à croire que la situation était normale. Vous allez comprendre par la suite. Et du coup, en fait, je suis passée de la maman qui encourageait les émotions de son fils à un jour être surprise à lui dire arrête de pleurer. Et ça a duré longtemps comme ça. C'est après que j'ai visionné la deuxième vidéo dessin pour papa, pour ceux qui l'ont vu, en tout cas qui est sur ma chaîne YouTube. C'est après que j'ai visionné cette vidéo que je me suis rendu compte en fait de cette incohérence entre ce que je prône et ce que je fais réellement dans la vraie vie. J'avais extrêmement peur qu'il n'ait pleure à cause de son dessin. Pourquoi? Parce que les professionnels me disent qu'il faut qu'il sache contrôler ses émotions. Je me rappelle à l'école, il s'est même vu priver une activité parce que il pleurait beaucoup. Donc c'est que quelque part ça signifie que c'est important pour eux et que c'est grave s'il se met à pleurer. Et en fait, toute cette pression a fini par me faire croire à un moment que c'était pas normal pour son âge, que c'était pas normal que mon fils pleure, que c'était pas normal qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, qu'il fasse une crise parce que le copain veut pas partager, etc. Et ça, c'était ce que je suis en train de dire là. C'est vers ses 3-4 ans, 3-4 ans quand il était encore à l'école maternelle. Et donc pendant toutes ces années, en fait, j'ai vécu avec cette pression de la fameuse rencontre avec la maîtresse pour faire le point. Parce que j'avais l'impression que lors de cette rencontre, j'étais tenue d'apporter une solution immédiate. Je me rappelle d'une situation quand Yilné avait 3-4 ans. C'était, oui, petite section et moyenne section. Ça arrivait souvent qu'il oublie sa veste ou ses gants à l'école. Et à chaque fois que je faisais la remarque aux dames à la sortie de la garderie ou de l'école, elle en venait toujours à me faire comprendre que c'est à mon fils d'apprendre à faire attention à ne pas oublier ses affaires. Sauf que les recherches sur le développement de l'enfant, on sait que à cet âge-là, c'est pas possible. Piaget a même montré que la mémoire et l'organisation, ils sont pas encore construites chez l'enfant de maternelle. D'ailleurs, il y a même une étude très très récente là de Stanislas qui explique que la mémoire prospective, c'est-à-dire celle qui permet de penser à plus tard, comme par exemple ramener ses gants, n'est pas mature avant plusieurs années. Autrement dit, c'était normal que mon fils oublie ses affaires. Mais moi, encore une fois, qui faisais confiance aux pros, j'ai fini par le gronder à chaque fois qu'il oubliait quelque chose. Et en réalité, je lui rajoutais plus de l'anxiété qu'autre chose, alors que ce n'était pas de sa faute. J'agissais et ensuite je culpabilisais parce qu'au fond de moi, je n'avais pas le sentiment que mon fils avait mal fait, que c'était de sa faute. Et ce conflit cognitif que j'avais à chaque fois m'a amené à tester beaucoup d'approches. J'ai testé le jeu pour essayer de lui faire comprendre des choses, lui enseigner la gestion des émotions, la frustration, donc par le jeu, la lecture,
les mises en situation, parfois juste être à l'écoute de ses besoins et après la punition, et cetera, et cetera. Et toujours pas d'évolution. Je me suis sentie tellement démunie. J'avais l'impression d'avoir tout essayé. Je ne savais plus quoi faire. Et j'ai fini par le dire à la maîtresse qui m'a orientée vers un pédopsychiatre. Et ce que j'ai oublié de dire depuis le début, c'est que chaque année, depuis que mon fils est à la crèche, on m'oriente vers un pédopsychiatre. Et en fait, à un moment donné, j'ai cédé à cette pression, même si au fond de moi, j'étais convaincue qu'il y avait rien. Mais je me suis dit que l'essentiel, c'est que mon fils aille mieux. Donc, je vais me saisir quand même de cette perche, de cette orientation-là qu'on me propose, parce que dans tous les cas, c'est dans l'intérêt de mon enfant, donc pourquoi pas. Alors, j'ai consulté une infirmière, du coup, de la PMI pour une pré-consultation, à la base qui était censée déterminer si une orientation vers un pédopsychiatre était nécessaire. Et à la fin de cette consultation, le diagnostic a conclu que mon fils n'en avait pas besoin. Et sur le moment, ça m'a totalement déstabilisée encore plus parce que je comprenais pas. Comment comprendre un tel décalage entre les inquiétudes répétées des professionnels d'école et crèche et le fait que d'un point de vue clinique, rien n'était préoccupant. Pareil pour les années qui ont suivi, 4-5 ans, c'était toujours les mêmes comportements qui étaient reprochés à mon fils, frustration, gestion des émotions, les pleurs, alors que c'est des comportements qui sont totalement attendus et normaux. Les recherches disent encore une fois que l'enfant à cet âge-là, là pour le coup à l'âge de 5-6 ans, l'enfant il est au stade préopératoire. Il fonctionne encore de façon très centrée sur lui-même et il a du mal à gérer ses émotions. Et il a aussi du mal à se représenter le point de vue des autres enfants. Donc en gros qu'il pleure ou qu'il s'énerve vite, ça fait partie d'une étape logique de sa maturation. Mais même en tant qu'adulte, j'ai du mal à gérer mes émotions. Donc je l'ai peut-être transmise à mon fils, mais j'ai envie de dire que déjà que c'est pas évident pour les adultes, je trouve qu'on en demande un peu trop aux enfants. D'ailleurs, il y a une théorie qui s'appelle la théorie d'attachement, qui rappelle que la régulation émotionnelle des enfants dépend fortement de l'accompagnement des adultes de confiance. Et lorsqu'un enfant pleure, c'est pas signe d'anomalie, mais c'est un langage affectif pour exprimer ses besoins. Et sur la frustration, les études montrent même qu'il est indispensable pour la construction psychique d'un enfant. L'enfant doit progressivement apprendre à différer ses désirs. Donc ne pas supporter de perdre ou vouloir toujours être le premier, ne sont pas des signes pathologiques, mais ce sont des apprentissages en cours. D'ailleurs, Yilné a commencé une activité périscolaire cette année, donc il fait du basket, et son coach m'a dit que c'est totalement normal, qu'il éprouve ce besoin de toujours gagner, mais voilà, il entrera petit à petit dans le jeu coopératif, mais que c'est un passage qui demande du temps, et à 4-5 ans, il est encore normal d'avoir des difficultés, de jouer calmement avec les autres, parce que la maîtrise des règles sociales, c'est aussi un apprentissage. Après, bien évidemment, chaque enfant est différent, mais je trouve que c'est important quand même de le savoir. Et donc, en ce sens, on voit bien toute la contradiction de ce qui m'était présenté comme des problèmes était en fait une traduction de son développement normal. Toutes les remarques qu'on m'a répétées, ils ont fini par ébranler ma confiance de mère, alors même que la psychologie de l'enfant nous dit que ces comportements sont attendus. Et surtout, ça a créé chez moi de l'anxiété et le sentiment d'être une mauvaise mère. Et pour être honnête avec vous, j'en ai beaucoup pleuré parce que oui, parfois je me dis, il y a peut-être une part de vrai. Les enfants doivent apprendre à réguler leurs émotions pour vivre avec les autres, ça c'est sûr, mais à mon sens, on leur en demande trop. Et puis en même temps, je me dis qu'on est leurs parents, enfin on est censé être leur safe place, l'endroit où ils peuvent être pleinement eux, sinon on risque de casser leur confiance juste parce qu'on a pris les paroles d'un adulte à la lettre. Je suis assez d'accord avec Donald Winnicott qui montre que l'enfant a besoin du holding, c'est-à-dire du soutien et de la contenance de la part des adultes pour apprendre à gérer leurs émotions. Et ça rejoint la théorie de l'attachement. Et si l'environnement à chaque fois privilégie le recours systématique au médical, j'ai bien peur qu'il risque de priver l'enfant de cette étape fondamentale de l'apprentissage des émotions. Et là, j'insiste bien sur le fait que ce que je dis là n'a pas pour but d'accuser les enseignants ou les professionnels qui font chacun au mieux avec leurs outils et contraintes, mais plutôt pour ouvrir une réflexion sur notre regard sur nos enfants.
Ce qui me frappe particulièrement, c'est la rapidité avec laquelle certains comportements comme pleurer, s'énerver vite, ne pas supporter la frustration ou vouloir toujours gagner, en fait, entraînent une orientation vers un pédopsychiatre. Bien sûr, ces spécialistes sont indispensables, mais lorsque de véritables troubles sont présents. Je dis pas que mon fils, il n'a rien, mais en tout cas, en tant que mère, personnellement, je j'ai pas ce sentiment-là. Vous comprenez? Peut-être un peu d'hyperactivité, mais c'est pas fou, enfin, tout les retours que j'ai, parfois des professionnels, je vous le jure, des fois m'amènent à penser que peut-être, mon fils a un problème très grave. Un jour, il y a une maîtresse qui, lors de la rencontre pour faire les points et tout, il y a une maîtresse qui m'a dit que mon fils avait un comportement bizarre. Je sais pas comment je pourrais vous l'expliquer, genre, elle m'a dit ça devant mon enfant. Et cette tendance-là de la médicalisation rapide des émotions enfantines, bah, ça me paraît problématique parce que dans notre cas, mon fils a perdu énormément confiance en lui. Lorsque tu lui demandes de parler de lui, de se présenter, il va utiliser en fait les mots qu'utilisent les adultes pour le qualifier. Par exemple, bah, je fais beaucoup de bêtises, je suis bizarre, je pleure beaucoup, etc. Et au fur et à mesure, en fait, je sais pas, j'ai vu mon fils s'éteindre petit à petit. Lui qui aimait, par exemple, être devant, bah finalement, maintenant, il est tout le temps derrière la file, derrière la classe, etc. Je vous jure, ça me rend hyper triste. Et je pense qu'en tant que parent, très sérieusement, on ne devrait jamais oublier qu'un enfant, ah bah, il a besoin de tâtonnements, de débordements et d'erreurs pour se construire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, il y a des chercheurs qui bossent dur sur ça. Par exemple, Philippe Mérieux, tout à l'heure j'ai parlé de Piaget, etc. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Donc voilà, j'avais envie de partager cette petite expérience avec vous et ce que cela m'a enseigné. Donc cette période de doute et de remise en question. Et heureusement que j'ai fait cette vidéo dessin parce que je pense que je serai toujours dans l'ignorance jusqu'à maintenant et je continuerai d'avoir ce comportement inadapté à mon sens envers mon enfant. J'ai donc choisi de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire accueillir les émotions de mes enfants, mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et les accompagner dans leur découverte sans chercher à tout contrôler ni corriger immédiatement leur comportement. Et ça m'a aussi permis de relativiser les injonctions extérieures et surtout de questionner les pratiques trop rapides d'orientation vers des professionnels. Et ça m'a confortée dans l'idée que l'accompagnement bienveillant, la patience et la reconnaissance de l'enfant sont souvent beaucoup plus efficaces que la seule prescription médicale. Et je dis ça parce que je suis dans le milieu du travail social, donc l'accompagnement bienveillant, j'ai entendu ça pendant 3 ans à l'école. Et là, pour moi, en fait, ça prend tout son sens. Et d'ailleurs, il y a une autrice que j'ai beaucoup utilisée durant ma 3e année, qui s'appelle Maëla Paul. Elle dit que accompagner, c'est être présent pour ce que l'autre vit, sans chercher à effacer ce qui nous paraît difficile. Ça me parle, elle a totalement raison. Cette phrase, elle me parle, elle me touche beaucoup et j'essaye de m'en inspirer tous les jours pour créer un espace sûr où les émotions de mes enfants seront accueillies, où ils peuvent grandir et apprendre à leur rythme tout en se sentant compris et aimés. Donc là, j'arrive vers la fin. Je voulais prendre un moment pour laisser un petit message à mon fils Yilné parce que je sais qu'il va écouter cette vidéo. Il n'en rate jamais une et j'aimerais m'adresser directement à toi, mon fils. Je voulais te dire que je suis désolée. Désolée de t'avoir parfois dit ces mots qui t'ont fait croire que tu n'avais pas le droit de pleurer. Je sais que ça a pu te faire mal, mais sache une chose, papa et maman font de leur mieux chaque jour et comme les enfants, bah nous aussi on se trompe, mais c'est jamais pour t'éteindre. C'est juste que parfois nous aussi on apprend mais nous t'aimons fort, ta sœur et toi, et je veux que tu n'oublies jamais que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Voilà. Et pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, bah, merci d'être là. Merci à celles qui partagent leurs réflexions avec moi sur Snap. D'ailleurs, j'aimerais vous demander, si possible, de répondre en dessous des vidéos sur YouTube, histoire de centraliser toutes les réflexions pour que ça puisse profiter à tout le monde. Parce que j'ose croire que le partage fonde un monde. Et ici, sur ma chaîne, je ne cherche pas à être un parent parfait, mais un parent vrai. Comme dirait un auteur dont j'ai plus le nom en tête, un parent suffisamment bon qui fait de son mieux. Donc un parent qui avance pas à pas avec son enfant et non contre son enfant. Et si c'est votre cas, bah, vous êtes au bon endroit. Encore merci de m'avoir écouté. C'était Retour à l'essentiel by Anita Abdallah.
À bientôt. Okay, let's go.